Bien, donc il s'agit de la quatrième et dernière table ronde de cette journée que j'ai bien voulu animer. Alors, c'est pas le directeur de la MSH qui l'anime, c'est l'enseignant-chercheur, historien et philosophe des sciences. Donc, la discipline à laquelle j'appartiens est une discipline qui ne cesse de penser justement ces questions de processus de mémoire, de patrimonialisation, d'abord des savoirs et de tout ce qui peut les entourer. Et puis de manière générale, c'est vrai que l'histoire et la philosophie des sciences est une discipline qui pense cette inscription dans la durée de tout ce qui peut être produit, tout ce qui peut être produit par l'activité humaine et l'activité intellectuelle. Donc c'est pourquoi j'avais souhaité pouvoir échanger avec vous à travers cette table ronde. Alors si je schématisais, mais de manière très caricaturale et donc inexacte, l'organisation des tables rondes de la journée, je dirais que les 3 premières tables rondes portaient sur des sujets ou des objets patrimoniaux. En réalité, je pense que tous ceux qui sont là depuis ce matin ont compris que le patrimoine, c'est un processus sans cesse évolutif et que finalement, le processus de patrimonialisation et de mémoire, c'est ce qui est au cœur de l'objet même patrimoine. Et que donc, en fait, cette table ronde 4 n'est pas la table ronde, je dirais, qui porterait sur le processus. Elle est une table qui vient, d'une certaine manière, peut-être synthétiser certaines idées qui ont pu être dites ce matin. Et il y en a une en particulier qui va peut-être bien ressortir des échanges que nous allons avoir et qui a été évoquée à plusieurs reprises dans les tables rondes précédentes. C'est la question des biais, en particulier des enjeux de sélection qui sont liés au processus de patrimonialisation et de mémoire. Et je pense que les différents objets dont vous allez nous parler, ou les différents cas d'études dont vous allez nous parler tout de suite, sont des cas qui mettent bien au cœur de la réflexion cette question de ce que l'on conserve, de ce que l'on sélectionne, de ce qui est considéré comme ayant de la valeur et qui donc peut entrer dans le cadre du patrimoine, ou ce qui au contraire peut être tenu à l'écart jusqu'à ce que des chercheurs décident de s'en emparer. Voilà, donc en fait, de mon point de vue, c'est une table ronde qui, sous un certain nombre d'aspects, peut être assez bien, je pense, conclusive, et aussi parce que elle nous plonge dans une forme de, à travers les cas qui sont choisis, dans une forme de présentisme, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours cette difficulté, à travers le présentisme, à penser au présent ce qui pourra être un patrimoine de demain. Et je pense que c'est un des sujets aussi que nous pourrons aborder ensemble. Donc je vais laisser très rapidement les intervenantes de la table ronde se présenter en quelques mots, et puis ensuite on pourra enchaîner, à moins que vous souhaitiez vous présenter peut-être à chaque fois que c'est peut-être le plus simple. Donc on va commencer par une présentation qui est liée au projet Matos, et je laisse donc Séverine Misset se présenter et nous en parler. Bonjour, donc je suis Séverine Misset, je suis sociologue au Centre nantais de sociologie de Nantes Université. Et donc je vais vous parler de Matos, et vous voyez qu'en fait il y a déjà 2 Matos. C'était important pour moi de faire cette première diapo parce que c'est aussi le contexte de soutien financier dans lequel on peut faire le travail. Et on n'en a pas énormément parlé dans les journées d'aujourd'hui, mais la question financière, tant du côté de la recherche que de celle de la culture et du patrimoine, c'est quand même une question centrale. Donc le projet, il a d'abord bénéficié du soutien de la MSH dans le cadre de l'appel enjeux sociétaux. Et donc vous voyez que Matos, ça veut dire mémoire, archive et transmission des objets militants. Ça a été un volet en Pays de la Loire. On n'a pas complètement perdu la dimension ligérienne dans la suite du projet, vous le verrez, mais ça nous a permis, ce financement d'amorçage, de candidater et d'obtenir le soutien de l'Agence nationale de la recherche, donc pour un projet qui maintenant va démarrer au 1er janvier pour 4 ans et qui fera vraiment la suite des travaux qui ont déjà été réalisés et sur lesquels je vais revenir maintenant. Donc l'idée de travailler sur les objets militants, elle est venue d'un double constat. D'un côté, un constat qui porte plutôt sur les pratiques des archivistes, et notamment, nous on s'intéresse au militantisme, aux questions de militantisme, donc des archivistes de centres qui conservent plutôt des archives sur les questions militantes. Il y a des objets en fait dans ces centres d'archives, même si c'est pas comme sur ça qu'ils se concentrent, il n'y a pas forcément de collecte systématisée, mais ils ont dans leur fond des objets.
Et ces objets peuvent poser des problèmes de pratique professionnelle. C'est pas facile à conserver, c'est pas facile à déplacer, ça prend de la place, ça demande des savoir-faire particuliers de conservation, et ça pose aussi des questions de périmètre professionnel, et notamment par rapport à la séparation assez ancrée en France entre les centres d'archives et les musées. Il y a des documents d'archives dans les musées, il y a des objets dans les centres d'archives, donc voilà, toutes ces questions ne sont pas très claires, et tant que les archivistes ne sont pas à l'aise sur la manière de traiter les objets, en particulier les objets militants, ça a des répercussions aussi sur le deuxième volet, donc qui est plutôt du côté de l'historiographie et la sociologie des mobilisations et des mouvements sociaux. Notre projet, il s'inscrit dans une volonté très claire de développer l'approche matérielle autour des pratiques militantes. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, on s'inscrit dans un tournant matérialiste en histoire, notamment des pratiques sociales et culturelles. Et nous, on s'est dit, il faut vraiment aller plus loin que ça pour étudier les mouvements militants et rendre davantage visible la place de ces objets militants dans les pratiques. Je n'ai pas encore défini les objets militants, je garde le problème pour plus tard parce que c'est un vrai problème en soi. Mais je vous ai mis sur la diapo une affiche qu'on avait travaillée avec Goulven dans le cadre d'une journée d'études qu'on avait fait il y a un peu plus d'un an. Et pourquoi je vous la mets ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'objets sur cette photo et on s'était amusé à dire tiens, on va reprendre la photo qui est à l'origine en noir et blanc et puis on va rendre visibles ces objets. Et en fait, il nous a fallu plusieurs allers-retours avant de tous les voir. Ils sont tellement omniprésents qu'ils en deviennent pratiquement invisibles dans la pratique militante. On en parle, mais pas tant que ça. Quand on va voir les gens, qu'on leur dit on va parler des objets militants, ah bon, mais lesquels ? Mais de quoi vous parlez ? Donc voilà, ils sont là, mais ils sont un petit peu invisibles, et donc une partie de la recherche, ça va être justement de creuser ces aspects-là. Alors, on a commencé par un inventaire d'objets qui étaient présents dans les centres d'archives, puisque j'ai dit c'était ce constat entre la pratique, l'approche historiographique et puis la pratique archivistique. Mais on ne veut pas s'intéresser simplement aux objets qui sont présents, parce qu'en fait, c'est le sommet du haut de l'iceberg, en quelque sorte, les objets qui sont conservés dans des centres d'archives ou dans des musées. Donc, on va s'intéresser à toute la vie des objets, donc différentes phases que j'ai reconstituées là, de la conception jusqu'à éventuellement des formes de patrimonialisation, mais aussi, pour la plupart des objets, de la disparition, de la destruction. Alors, de la destruction, ça peut être de la destruction volontaire. On pense aux objets de type Carnavalex qui sont détruits dans le cours de l'action. La disparition, c'est le mot qu'on a à défaut de mieux pour dire les objets dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On sait qu'ils ont existé parce qu'on a différentes traces archivistiques, photographiques par exemple, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais la destruction, en fait, je n'ai pas voulu compliquer le graphique, mais la destruction peut être aussi par retour à une étape antérieure, destruction au cours du stockage ou destruction qui va servir à refabriquer. L'exemple typique, c'est des pancartes de manifestation qui sont stockées dans un local et pour la lutte suivante, la manifestation suivante, on va arracher le slogan, en mettre un autre et garder le support matériel. Donc en fait, il y a des boucles quand même de rétroaction autour de ces différentes phases. Et donc, on veut étudier l'ensemble de ces phases autour des objets en s'appuyant sur une étude pluridisciplinaire. Donc, c'est un projet qui mêle histoire, sociologie et archivistique. On a sélectionné, donc, dans le cadre justement de la projection sur le projet ANR, trois terrains principaux. Donc, c'est là où on voit que l'ancrage dans les Pays de la Loire reste fort. Trois terrains qui ont été sélectionnés parce qu'ils nous offrent des configurations assez particulières, justement entre les questions de la patrimonialisation et la question de la typologie des luttes dont il est question. Donc lutte plutôt environnementale, lutte féministe ou lutte plutôt syndicale. Donc la première, c'est la lutte contre l'implantation d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, qui a été choisie à la fois parce que c'est une lutte qui a beaucoup marqué le territoire et dans lequel il y a eu une profusion d'objets, mais aussi parce qu'il y a eu un mouvement de patrimonialisation. Les archives ont été déposées aux archives départementales de Loire-Atlantique. Il y a eu une association patrimoniale qui s'est constituée avec une exposition, et puis il y a eu aussi des mouvements d'opposition assez fortes à cette patrimonialisation de la part d'une frange de la lutte. La lutte féministe, à travers du projet de construction d'un musée des féminismes à Angers, donc là aussi une autre forme de
de patrimonialisation. Et dans le cadre du projet soutenu par la MSH, on avait déjà fait aussi l'inventaire des objets déjà conservés aux archives du féminisme à Angers. Et puis les luttes de désindustrialisation en Seine-Saint-Denis, où là on a aussi des échanges intéressants avec le bureau du patrimoine du département de la Seine-Saint-Denis. Sur ces 3 terrains-là, et bon, d'autres qui nous intéressent aussi quand même, on va mêler des enquêtes ethnographiques à la fois sur les pratiques militantes pour reconstituer les différentes phases que j'ai évoquées dans ma diapo précédente, mais aussi sur les pratiques archivistiques, parce que pour comprendre les formes de patrimonialisation ou non des objets, eh bien, en fait, il faut passer aussi par cette analyse réflexive du travail des archivistes, des méthodes de collecte, des méthodes de sélection, des méthodes de conservation, etc. On va utiliser, comme le font les historiens, le dépouillement d'archives, papier, photographique, iconographique, enfin voilà, toutes sortes d'archives qui sont à notre disposition, et s'appuyer sur une base de données relationnelle qu'on a élaborée au cours de la première phase du projet. Je vous ai mis un petit extrait d'un des objets. On a déjà un peu plus de 1000 objets qui sont rentrés sur cette base de données là. Donc c'est des masques, des chiennes de garde qui sont conservés au centre des archives du féministe. On s'est inspiré dans cette base du service du modèle de description des objets du service des musées de France. Je n'ai pas dit que la muséographie faisait partie des disciplines engagées dans le projet, mais évidemment, on est en dialogue avec la muséographie pour les raisons que j'ai un petit peu évoquées. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Gaïde Andro, je suis historienne et je suis au CREN à Nantes Université. Et je vais vous présenter aujourd'hui un projet de recherche. Alors, comme Séverine, je dirais que ce projet a réussi après à avoir un financement ANR grâce au réseau national des MSH, qui a été la première étape aussi vers ce grand chemin glorieux. Donc, ça mérite d'être répété quand même, surtout dans ce contexte-là. Donc, ce projet de recherche, il est un projet de recherche à la fois d'histoire et de médiation scientifique en histoire dans l'espace public. Il se situe à Rennes, donc au cœur de cette ancienne prison désaffectée, abandonnée depuis 2010 par l'administration pénitentiaire et rachetée par Rennes Métropole en 2021, avec l'objectif d'en faire un lieu culturel et citoyen, avec des guillemets, puisqu'on met ce qu'on veut derrière culturel et citoyen, ce qui en soi est intéressant, puisque ça ouvre des champs possibles de patrimonialisation. Qu'est-ce que ça veut dire un lieu culturel et citoyen ? Et l'idée de Rennes Métropole, c'était d'engager un urbanisme participatif et donc un processus lent de concertation autour des devenirs possibles de ce lieu. Ce qui avait le double intérêt de permettre une sorte d'urbanisme plus démocratique et aussi de penser du temps long, puisque Rennes Métropole, comme toutes les collectivités, n'a plus d'argent et donc n'avait pas forcément les moyens de vendre un projet immédiat. Et donc finalement, cet urbanisme transitoire allait bien. Dans ce contexte-là, nous, on s'est fondé en collectif et pour se dire peut-être que la recherche en histoire et en sciences sociales a sa place dans ce processus de patrimonialisation, dans la pluralité des imaginaires possibles que peut générer la question de la prison et de l'univers carcéral. Alors, le cas de Rennes n'est vraiment pas du tout un cas original. Ces prisons, en gros, entre 1860 et 1910, en France, c'est 120 prisons qui ont été construites. Donc, je ne reviens pas sur l'histoire de l'architecture carcérale ou de la pensée carcérale de l'époque contemporaine, mais toutes ces prisons sont devenues vétustes à peu près au même moment. Et donc, elles ferment depuis le début des années 2000, elles ferment toutes les unes après les autres. Et donc, se pose cette question de qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine. Pendant très longtemps, ça a été un patrimoine complètement ignoré, on va dire. Alors, je fais un peu écho à la conférence de ce matin, c'est-à-dire si on dit que le patrimoine, c'est la transmission, c'est l'identité, c'est la ressource, c'est la survie, le cas d'une prison correspond à peu près à rien de tout ça. C'est-à-dire que personne n'a envie d'avoir une revendication identitaire sur un lieu carcéral, personne ne le voit comme une ressource, enfin bon bref, ça coche aucune case. Donc, ce qui fait que pendant très longtemps, ça a été exclu de la question patrimoniale, donc reconverti, effacé, etc.
J'ai pris l'exemple de Nantes, où donc on voit hein, cette grande maison d'arrêt d'inspiration panoptique. Elle date de 1869. Elle a été rasée par la ville de Nantes pour être remplacée par des logements de luxe qui sont juste au-dessus, sans que ça n'ait vraiment ému grand monde à l'époque à Nantes. Ce qui montre bien le fait que c'était pas forcément un sujet, la question du patrimoine carcéral, alors même que Voyage à Nantes avait fait quand même toute une exposition qui avait fait grand bruit en plus, hein, parce qu'elle avait laissé la prison à des artistes qui en avaient fait un truc incroyable, et malgré tout ça a été rasé. Et personne n'a eu rien à redire. Ce qui veut dire que c'est quand même un patrimoine qui a été qualifié de sombre par Jean-Claude Vimont, que Philippe Artière appelle patrimoine refoulé dans son dernier ouvrage sur le patrimoine carcéral. Et en fait, c'est très récent qu'on se pose cette question sur finalement, est-ce qu'on doit vraiment effacer et si on l'efface pas, qu'est-ce qu'on en fait de ces prisons-là ? Donc, c'est ce qui s'est posé, nous, à Rennes. Alors, on va revenir sur le truc d'avant, parce que je suis décidément très mal organisée. Et en même temps, on a décidé, nous, de se dire, on ne va pas se mettre dans une position d'expertise. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est historien qu'on va être des experts qui allons dire qu'est-ce qui a de la valeur ou qu'est-ce qui n'en a pas. Mais on va se positionner, nous, plutôt à l'horizontalité de tous les autres projections contemporaines qui peuvent émerger sur ce lieu. Parce que la patrimonialisation, c'est un phénomène collectif. Si on admet le fait qu'il est démocratique, et ben en fait, il va charrier tout un ensemble d'imaginaires, dont vous avez ici un petit florilège, qui vont de gens qui adorent courir donc dans la prison, à des gens qui vont reconstituer la Seconde Guerre mondiale, ou à des gens qui vont faire un DJ set. Et en fait, quelque part, nous, en tant qu'historiens, on n'est pas plus légitime que ces autres citoyens à définir qu'est-ce que doit être à terme ce futur lieu. Donc voilà un peu pour le contexte. Là-dedans, nous, on s'est dit qu'on allait quand même rentrer dans donc, là, on a fait partie donc, de ces ateliers d'urbanisme participatif avec plein d'autres citoyens. Et ce qui nous a intrigués, c'est que nous, on s'attendait quand même à aller dans ces ateliers d'urbanisme participatif, justement un peu en défendant un peu la place de l'histoire, ou du moins en disant sans doute qu'il va falloir laisser quand même quelque chose dans cette patrimonialisation qui fasse une place à la question de l'enfermement ou de l'histoire l'histoire contemporaine de l'enfermement. Et finalement, dans ces ateliers, on n'a pas eu du tout besoin de se battre. Ça a été comme quelque chose qui allait de soi. Alors, ce qui est assez marrant, parce que aussi à Nantes, la prison a été rasée sans que ça fasse beaucoup d'émotions. À Rennes, bizarrement, de la part des citoyens qui étaient dans ce processus participatif, il y avait une commune adéquation pour dire que oui, il fallait garder quand même l'histoire de ce lieu. Mais alors après, on a tous été visiter la prison, et alors c'était assez intéressant parce qu'on avait récolté un peu tous les ressentis, et il y avait des ressentis principalement d'une sorte de dire il faut être respectueux de la violence, de la souffrance, alors ce qui mélangeait une sorte de lien entre la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a eu des résistants incarcérés dans cette prison, et donc une sorte d'amalgame entre la souffrance héroïsée de la Deuxième Guerre mondiale et puis une souffrance un peu qu'on ne dit pas, mais où on est un peu gêné, où les gens disaient on se sent un peu voyeur quand même de rentrer dans cette prison où il y a eu tous ces gens incarcérés. Et en fait, finalement, cette impression de voyeurisme, ce sentiment un peu diffus, où finalement la seule mémoire dont on arrive à vraiment parler, c'est ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Les autres, on ne sait pas trop quoi dire, donc on ne dit trop rien, juste on est un peu mal à l'aise. On se l'est expliqué, nous, en le regardant un peu d'extérieur dans ces ateliers, aussi par le fait qu'il n'y avait pas d'anciens détenus, en fait, dans les citoyens qui étaient là. Il y avait 1 ou 2 anciens surveillants, il y avait des voisins, et il y avait un ancien détenu, mais qui s'était retrouvé incarcéré par erreur pendant 2 ans en 1971. Pendant 2 ans, non, 2 semaines, qu'est-ce que je raconte ? Pendant 2 semaines. Donc le type était la caution détenue, ce qui faisait quand même un peu lourd à porter pour lui. Bon bref, donc, et on s'est dit à ce moment-là, peut-être que c'est ça le problème, c'est qu'évidemment il y a on veut, comment on patrimonialise si on est sur une extériorité, si en fait ça ne nous appartient pas, si c'est un ailleurs, si c'est une altérité totale le lieu, comment penser le patrimoine ? Donc ça y est, je sens que je suis beaucoup trop longue. Je passe, tant pis là-dessus. C'était intéressant, mais ça montre un peu comment les imaginaires carcéraux sont pris. Si vous allez sur Instagram, c'est hyper intéressant. Bon, bref. Et donc, en fait, on s'est un peu incrusté dans les journées du patrimoine où la métropole avait décidé d'ouvrir la prison à une sorte d'urbex sans médiation.
donc au milieu des pigeons et des... Voilà, on visitait la prison. Alors ce qui fait, chez les visiteurs, il y a quand même eu 12 000 personnes à passer dans le week-end. 12 000 personnes qui, en fait, ont fait de l'urbex. C'est un peu le frisson quand même, quoi. Mais sauf que quel sens ça donne au lieu, ça, nous, on nous a répondu, c'est de la consommation patrimoniale. J'ai beaucoup aimé le terme. J'ai dit, ah oui, d'accord, et donc, en fait, c'est pas grave. Donc, les gens s'inventaient le fait qu'ils étaient dans prison break en étant à l'intérieur et tout. Nous, ça nous a vachement posé question quand même sur justement quelle est la place de l'intelligibilité des lieux. Et nous, en tant que chercheurs en sciences sociales et chercheurs en histoire, quelle place on prend là-dedans? Donc, on s'est un peu incrusté dans la cour pour essayer de donner un peu de sens à tout ça, mais on n'était pas vraiment invités. Et en fait, dans ce contexte-là, on a rencontré des anciens détenus et des anciens surveillants qui, eux, venaient pour visiter avec leur famille, avec leurs amis, etc. Donc, et là, on les repère, hein, les anciens détenus qui sont avec leur famille et qui sont en train de dire « j'étais dans cette cellule, dans cette cellule, dans cette cellule ». Et donc là, à partir de ce moment-là, on les a un peu chopés. On les a mis en relation avec les citoyens et puis on leur a dit « est-ce que vous voulez travailler avec nous ?» Et donc ça fait 3 ans, 2 ans, on va dire vraiment, qu'on est un collectif, pour le coup, hybride, entre des chercheurs, des anciens détenus, des anciens surveillants, des anciens voisins, des anciens infirmiers psychiatriques, qui ont tous travaillé dans la prison, et ensemble, on met une recherche participative, qui, à la fois qu'elle se fait, à la fois dans les archives, on fait une collecte de sources orales, donc en démarche participative, donc là, c'est des photos, qu'on va tous déposer, donc ces collectes de sources orales aux archives départementales. L'autre chose, on va passer à la diapo d'après parce que j'ai pas le temps, je suis trop longue. On fait les visites maintenant qu'on s'est incrusté, on fait les visites pendant les journées du patrimoine et on fait toutes les visites à 2 voix. Donc il y a toujours un chercheur en histoire et soit un ancien détenu, soit un ancien surveillant, avec cette idée que finalement on donne à voir la recherche en train de se faire aux visiteurs aussi, parce qu'on se questionne les uns les autres, et c'est la cohabitation de 2 types de discours qui s'enrichissent l'un l'autre, le discours de l'expérience et le discours du savoir scientifique, et en reconnaissant, en essayant de justement limiter au maximum les injustices épistémiques en fait, parce que c'est ça beaucoup aussi la question de faire l'histoire des marges, c'est les injustices épistémiques, c'est qui a l'autorité dans la prise de parole dans l'espace public. L'historien spontanément il l'a beaucoup plus que l'ancien détenu, alors que justement par ce genre de dispositif de médiation, on rééquilibre un petit peu ces inégalités-là. Et puis on fait aussi du théâtre ensemble, parce que justement par le théâtre d'improvisation, on essaye d'aller chercher une autre parole qui se donne à entendre et qui se donne à écouter aussi auprès des publics. Bref, on teste plein de dispositifs à la fois de recherche et de médiation, avec toujours cette idée d'être dans un collectif hybride. Et par tous ces biais-là, finalement, on participe à cet urbanisme participatif dans une patrimonialisation qui devient une sorte d'espace commun. C'est-à-dire qu'on a réduit l'effet d'altérité de l'espace. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais finalement, en donnant la place aux acteurs dans ce mécanisme de patrimonialisation, on enlève le côté voyeur, on enlève le côté gênant de rentrer dans la prison, puisque les acteurs sont là pour la mettre en mots et la mettre en intelligibilité, avec notre propre recherche aussi. Donc voilà. Je suis désolée. Je voulais dire juste un tout petit truc. Je me dis que c'est peut-être un changement de paradigme par rapport à la conférence de ce matin aussi, sur qu'est-ce que doit être de nouveau le patrimoine. Peut-être que comme on est dans une société de crise et de doute, la question du patrimoine comme transmission, elle devient quand même un peu compliquée. Et peut-être qu'il faut assumer le patrimoine comme doute, justement. Et c'est ça qui se passe dans ce qu'on fait, nous. C'est-à-dire que, finalement, le patrimoine n'est que question. Et peut-être qu'on est dans une société, là, maintenant, là, au tenté, où le patrimoine est plus question que transmission. Bien, donc je cède la parole à Bastien, c'est bien Sébastien, si je ne me trompe pas. Bastien Fayet. Bastien Fayet, doctorant au laboratoire ESO, dont plusieurs collègues ont communiqué aujourd'hui. Alors moi, je viens en toute humilité, parce que je ne suis ni spécialiste du patrimoine, ni spécialiste de la mémoire. Je travaille sur l'éducation aux sciences et la diffusion de la culture scientifique. Donc, c'est-à-dire les modes d'action, les acteurs qui ont vocation à diffuser l'information scientifique, à transmettre de l'information scientifique, les pratiques de la recherche. Donc, moi, je viens vous parler d'un de mes terrains de thèse qui, par contre, m'amène à questionner le lien entre valorisation du patrimoine industriel, de la mémoire ouvrière et à travers de l'éducation aux sciences, qui est la manufacture des tabacs de Morlaix et l'espace des sciences de Morlaix. Alors, pour reprendre un petit peu, quel lien entre patrimoine industriel et éducation aux sciences? Il faut savoir que c'est pas
depuis la désindustrialisation qui a lieu depuis les années, la fin du XXe siècle, les acteurs de la culture scientifique sont sollicités par des associations, des citoyens, des collectivités pour valoriser le patrimoine industriel, parce qu'à travers l'industrie, en fait, on a une application des sciences, une application des techniques, de savoir-faire, qui peuvent permettre aussi de faire de l'éducation aux sciences, et à travers de l'éducation aux sciences, de permettre ce maintien d'un patrimoine industriel. Et donc dans le cas de la manufacture des tabacs de dans le cadre de la manufacture des tabacs de Morlaix, donc c'était Morlaix, donc ville du Finistère, de 15 000 habitants, donc ville moyenne, avec une manufacture de tabac, donc qui était vraiment le principal employeur de la ville, qui était une manufacture d'État. Et donc qui ferme à la fin du XXe siècle et qui, dans un processus classique de désindustrialisation et de friche industrielle, devient une sorte de quartier créatif, avec l'ouverture d'un cinéma, de librairies, d'un bar. Vous avez un très bel exemple aussi à Nantes, c'est l'île de Nantes, qui était une ancienne friche industrielle et qui est maintenant devenue une zone de logement et d'activités créatives et culturelles. Et donc, dans ce cadre-là, la ville de Morlaix et la communauté de communes de Morlaix ont demandé à l'Espace des Sciences de valoriser le patrimoine industriel de la manufacture à travers un espace de culture scientifique. Merci. Donc, comment ça se présente ? On a donc 2 étages à la manufacture des tabacs. On a un étage qui va être centré sur l'histoire de la manufacture et l'histoire de la vie ouvrière à la manufacture, avec aussi les machines qui étaient utilisées par les ouvriers. Et au 2e étage, on va avoir un espace de médiation scientifique plus classique, avec un espace sur la géologie du massif armoricain et sur les planètes. Nous, on va se concentrer sur le 1er étage. Et donc, il y a un espace du 1er étage qui est consacré à l'histoire de la manufacture, de son ouverture jusqu'à sa fermeture en 2004. Donc ça retrace l'évolution des conditions de travail des ouvriers, des ouvrières, parce qu'il y avait beaucoup d'ouvrières à la manufacture, et il y a un focus qui est fait sur la vie ouvrière, des ouvrières, pardon. Et sur les luttes aussi, il y a un gros travail qui a été fait avec des historiens, avec une association des anciens ouvriers de la manufacture, parce qu'ils sont encore vivants, vu que la fermeture n'est pas si vieille que ça, et l'association de l'Espace des Sciences, donc avec toute une scénographie, un travail de scénographie assez classique, mais avec plein de choses. Et, s'il te plaît. Et donc, il y a aussi un travail de valorisation du savoir-faire des ouvriers, des ouvrières et des machines qu'ils employaient. Donc, il y a eu un travail pour refaire marcher, refaire fonctionner d'anciennes machines qui servaient donc à confectionner des cigarettes, des cigares, à broyer les feuilles de tabac. Et donc ça a été un gros travail parce qu'en fait, certaines de ces machines, on ne savait pas comment les faire fonctionner. C'est les ouvriers qui ont réussi, avec l'aide des anciens ouvriers, que l'association de l'Espace des Sciences a réussi à refaire marcher ces machines. De ce que vous pouvez voir en bas à droite, c'est une reconstitution qui a été faite en vidéo. Donc les gestes, les savoir-faire des ouvriers ont aussi été enregistrés sur vidéo pour qu'on voit comment les machines fonctionnaient, parce que forcément elles ne tournent pas dans le musée. Non. Et donc, où est la médiation scientifique dans tout ça ? C'est qu'on se sert des machines, et là c'est notamment visible avec l'image en haut à gauche. On se sert des machines pour montrer quels sont les fonctionnements techniques à l'intérieur, à partir des rouages, des pistons, quel fonctionnement d'ingénierie, quel fonctionnement technique en fait permet à la machine de fonctionner, pourquoi la machine permet de faire autant de cigarettes en si peu de temps, etc. Donc on se sert aussi des machines pour faire de la vulgarisation sur des techniques et des sciences physiques, mathématiques ou autres. Il faut passer. Ensuite, moi, ce qui me pose question, et ce que j'amène un peu comme discussion, c'est si je remets le projet de la manufacture de l'Espace des Sciences dans son contexte politique et territorial, mais aussi
multiscalaire à plusieurs échelles, parce que moi je m'intéresse aux relations politiques entre les échelles, notamment pour produire ce genre de lieu d'éducation aux sciences. On voit que l'espace des sciences, il a été financé en grande partie par Morlaix Communauté, mais aussi en grande partie par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, avec un objectif très clair qui est d'orienter les jeunes vers les métiers de l'industrie. Ce qui amène en fait une observation intéressante, c'est qu'à la manufacture, on met en valeur la lutte, la vie ouvrière à la manufacture jusqu'à sa fermeture, et on ne parle pas de la vie ouvrière et des travailleurs de Morlaix aujourd'hui. Par contre, on incite l'espace des sciences à parler des industries d'aujourd'hui, des technologies d'aujourd'hui, des nouvelles industries. Ce qui, moi, m'amène deux questions, c'est est-ce qu'on ne serait pas dans un risque de muséification où on ne fait pas de lien entre la vie ouvrière des travailleurs de Morlaix hier et celle d'aujourd'hui, et on ne leur donne pas, on ne donne pas non plus un espace qui permet en fait de s'exprimer sur le travail, même dans des aspects scientifiques de sociologie du travail, de géographie du travail, d'histoire du travail. Est-ce qu'en mettant en valeur des industries, il n'y a pas un risque, et c'est un risque qui est identifié par l'espace des sciences parce qu'ils ont du mal à... normalement, dans le cadre de la livraison de l'espace des sciences, il devait y avoir une salle sur les futurs de l'industrie qui n'est pas encore livrée parce qu'il y a tout ce travail de comment on fait de la valorisation de l'industrie sans faire du marketing. Et donc il y a quand même ce risque de mise en marketing de l'industrie et surtout aussi d'invisibilisation des travailleurs aujourd'hui qui font cette industrie de demain. Merci beaucoup. Et donc, avant d'engager la discussion, donc je laisse la parole à Raphaël Crétin-Piroli. Oui, merci. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je remercie vraiment l'organisation de la MSH pour la tenue de cette journée qui me permet de découvrir des collègues de Le Mans Université. Donc moi, je suis Raphaël Crétin-Piroli, je suis enseignante-chercheuse au CREN dans le thème 1 qui est dédié à la conception de formation et de médiation par le numérique. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment les usages du numérique dans des contextes d'éducation et d'apprentissage. Donc je suis à Le Mans Université, mais sur une antenne délocalisée. Donc je viens de la Mayenne et donc je fais mon enseignement à l'IUT de Laval. Donc dans mon parcours, dans mes recherches, je ne suis pas non plus une spécialiste du patrimoine. Néanmoins, dans le cadre de mes recherches, j'ai été amenée à m'intéresser aux jeux vidéo et aux jeux vidéo en tant que ressource, et aux jeux vidéo en tant que aussi pouvant être utilisés pour concevoir, on en a parlé tout à l'heure, des serious games qui sont plutôt des serious games numériques. Donc pour commencer, peut-être mon propos il est plutôt centré sur le patrimoine immatériel et en lien en fait avec la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2003, qui marque en fait une reconnaissance progressive de patrimoine culturel immatériel. Et donc, associé à ce patrimoine, un certain nombre de pratiques sociales diversifiées qui font l'objet finalement d'une conservation qui pose énormément de questions, notamment sur la façon de conserver les ressources. On a parlé tout à l'heure sur les objets militants, comment est-ce qu'on les conserve, comment est-ce qu'on les identifie et comment est-ce qu'on les donne aussi à voir, qu'on les partage aussi au public, qu'on les met à disposition. Donc aujourd'hui, le jeu vidéo s'impose comme la première industrie culturelle au monde et dépasse en fait les revenus du jeu vidéo, dépasse largement les revenus combinés du cinéma et de la presse. Donc en 2023, le marché mondial était évalué à peu près 200 milliards de dollars. Donc outre ces aspects plutôt numéraires et économiques, peut-être avant de passer à la diapo suivante, loin de l'image un peu réductrice que pouvaient avoir les praticiens de jeux vidéo, alors il y a peut-être des gamers dans la salle, si au départ c'était plutôt une pratique de niche, cette pratique s'est vraiment démocratisée pour devenir en fait une pratique culturelle ordinaire et qui perdure en fait, les décennies passent et les joueurs de jeux vidéo sont de plus en plus nombreux. Et donc, on associe aussi à tout cela une dimension identitaire, on en parlait ce matin.
Et puis avec cette idée aussi d'identifier la ressource et aussi d'identifier le caractère symbolique qu'il y a derrière ces pratiques culturelles autour du jeu vidéo. Donc le jeu vidéo, comme d'autres types de ressources, est porteur de récits, d'histoires et de représentations qui reflètent en quelque sorte et façonnent les imaginaires collectifs. Donc là, en fait, je vais vous parler d'un projet qui s'inscrit en fait dans le cadre de recherches qui sont menées en sciences humaines et sociales. Donc les SHS se sont intéressés assez naturellement en fait aux pratiques culturelles autour du jeu vidéo. Et puis l'idée, c'est de considérer en fait le jeu vidéo non plus comme un produit de consommation, mais comme un produit culturel à part entière. Et donc je vais vous parler d'un projet au REJ qui a été un projet assez rapide, qui a été mené en lien avec le Data Lab de la BNF, qui, la BNF, reçoit au titre du dépôt légal des documents de toute nature. On a vu quelques iconographies tout à l'heure, mais qui reçoit aussi évidemment par le dépôt légal des jeux vidéo. Ce projet mené en 2021-2022 avait pour objet en fait de s'intéresser aux modalités d'accès aux ressources de la jouabilité afin de permettre aux chercheurs dans un premier temps, d'abord, en fait, d'avoir accès aux jeux vidéo, de pouvoir y jouer. Donc par des émulateurs, on voit ici une salle équipée. Donc la BNF dispose de 22 000 jeux vidéo. Donc de permettre l'accès, de les conserver, de les stocker et puis évidemment de permettre aux chercheurs de venir, de jouer, d'expérimenter les jeux, mais aussi de pouvoir peut-être aussi consulter un certain nombre de ressources qui sont des ressources qui ne sont pas le jeu vidéo lui-même, mais qui sont des ressources annexes qui peuvent être des récits de parties de jeu par exemple, et puis des ressources d'autres ressources, les journaux, les magazines, les podcasts, les goodies, etc. Tout ce qui fait aussi, tout ce qui peut documenter le jeu vidéo. Alors c'est une question qui est toujours d'actualité. On se pose toujours des questions sur est-ce que finalement le jeu vidéo est un élément de patrimoine et comment est-ce qu'il faut le patrimonialiser. Donc le jeu vidéo, ça pose un certain nombre de questions. Dans le cadre de ce projet, on a mené aussi un certain nombre d'entretiens auprès d'enseignants qui utilisent des jeux sérieux, des serious games, donc qui utilisent en fait les ressorts ludiques de jeux vidéo pour des activités d'apprentissage. Donc des enseignants et enseignants-chercheurs qui utilisent les serious games numériques dans leur pratique et qui sont eux-mêmes souvent des joueurs aguerris de jeux vidéo, dont la plupart des personnes qu'on a interrogées jouent aux jeux vidéo depuis les années 80. Donc on voit que c'est une pratique culturelle ancrée. Et cette question de la patrimonialisation, de ce qu'on laisse, de ce qu'on garde, a aussi été en fait abordée dans ces entretiens. On a eu par exemple un collègue qui nous a dit bah oui, en fait, chez moi, je conserve toutes les consoles de jeux auxquelles j'ai joué et je suis très content aujourd'hui de les ressortir et de les montrer à ma fille pour qu'elle voit voilà, tout ce que j'ai pu faire. Et donc, en fait, les recherches, elles ont continué au travers en fait, d'une entrée sur la ressource pédagogique que constituent les jeux sérieux ou les serious games, qui posent en fait beaucoup de problèmes aussi d'accès et de conservation, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives en lien avec l'EdTech et des collègues du laboratoire d'informatique de l'Université du Mans qui travaillent beaucoup à la production de serious games. En fait, ces jeux sérieux, ils posent aussi, au même titre que le jeu vidéo, des questions au niveau de la conservation, de l'accès et du stockage, du fait de l'évolution des langages. Donc pour les jeux vidéo, le gros problème, c'est la mort du langage Flash, mais je ne vais pas développer ici. En tout cas, dans le cadre de nos recherches, ce projet au REJ, il a donné naissance à un projet doctoral qui est en train de s'achever, que j'ai la chance de co-encadrer et qui est financé par les collectivités locales mayennaises, que je remercie au passage. Et donc, on s'intéresse en fait aux pratiques individuelles et collectives des acteurs autour du jeu vidéo, donc les enseignants, les concepteurs de jeux vidéo, les apprenants aussi, et les acteurs institutionnels. Ce que vous voyez là, je vais terminer ici, c'est un atelier en fait que l'on mène pour essayer d'identifier les pratiques individuelles et collectives de tous ces utilisateurs des jeux vidéo pour justement identifier des éléments peut-être importants à conserver, à stocker et à rendre visibles. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Alors en théorie, nous aurions fini. Et vous savez que nous vous avons proposé une visite privée du musée de ses collections à l'issue de ces échanges. Et on ne voudrait pas vous en priver si vous souhaitez la faire. Mais on va quand même prendre quelques minutes pour quelques questions ou échanges. Moi, j'aurais bien 2-3 bricoles à dire, mais je ne veux pas accaparer la parole. Et donc, je vais laisser la parole à la salle et éventuellement, je proposerai 2-3 bricoles s'il reste encore un peu de temps à la fin. Rebonjour à tous. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, j'avais peut-être une petite remarque plutôt pour l'intervention de Bastien, du coup, parce que même si vous étiez un néophyte, vous avez tout à fait votre place ici dans le monde du patrimoine, j'en ai aucun doute. Vous êtes le bienvenu. La session était intitulée Mémoire, il était question de vie ouvrière. Pour moi, tout ça, ça veut dire qu'il y a de la dynamique, puisqu'en fait, les systèmes, ils sont faits autour des humains et non le contraire. Et finalement, vous nous avez montré un musée dans lequel il y a des machines qui ne bougent pas du tout, voilà, qui ne marchent pas. Et moi, ça me questionne beaucoup parce que à la base, moi, je viens du monde de la techno. Et clairement, une machine, si on veut la faire perdurer dans le temps, eh ben, en fait, il faut la lubrifier, il faut l'huiler, il faut qu'elle fonctionne. Voilà. Du coup, le meilleur exemple, c'est les horloges, par exemple. Si une horloge, on ne la fait pas fonctionner, plus jamais elle fonctionnera. Du coup, je me dis, comment on est capable de restituer ce lien entre l'homme et la machine, voilà, parce que dans le mot CSTI, il y a un mot derrière qui est industriel et qui est aussi, à mon sens, important. Voilà, donc je vais juste vous entendre là-dessus avec votre regard de géographe peut-être. Alors là, vaste question. Merci pour celle-ci, mais je ne pense pas que je vais avoir beaucoup d'éléments de réponse. Là, actuellement, le lien qui est fait entre la machine et les hommes et les femmes, il y a un lien, enfin, il y a déjà un aspect, il y a un aspect mémoriel où les anciens ouvriers qui visitent le lieu s'approprient aussi la machine, un peu comme pour les prisons, où les anciens détenus disaient « moi j'habitais là ». Enfin, j'étais incarcéré là. Pardon. Et là, j'ai observé la même chose. C'est-à-dire que, d'ailleurs, sur une des photos que je n'ai pas commentées, mais on voit une dame qui explique à un couple d'amis avec qui elle fait la visite voilà, moi, je travaille sur cette machine, je faisais tel geste, etc. Donc là, il y a ce lien qui vit avec les anciens ouvriers. Vient la question de quand le temps va passer et que les ouvriers qui ont connu la manufacture en fait seront décédés, qui pourra faire ce lien. Il y a des vidéos qui ont été enregistrées. Bon, après, on a parlé de numérique. Les supports numériques comme dossier, enfin comme ce qui se garde dans le temps, ça a ses limites aussi. Donc voilà. Après, ça reste un musée avec une scénographie assez classique et où les éléments de machine sont aussi, même s'il y a des éléments de recontextualisation, effectivement, c'est des machines qui ne servent plus à l'industrie et dont on décortique les rouages, dont on décortique les fonctionnements, les pratiques des ouvriers et des ouvrières qui les manipulaient. Mais effectivement, c'est aussi ce que j'évoque, c'est que ça pose des questions sur et après, et quel lien avec aujourd'hui, quel lien avec les travailleurs d'aujourd'hui aussi. Désolé si je ne suis pas... En fait, je pense que ce qui est évoqué à l'instant, et moi c'est ce que j'ai retenu un petit peu des différentes interventions, c'est un paradoxe. Et le patrimoine, d'une certaine manière, est un paradoxe complet et permanent. Tu as raison, une machine qui ne fonctionne pas n'est plus une machine. Donc ce que l'on conserve, c'est un objet, c'est quelque chose, mais ce n'est pas une machine. Parce qu'une machine n'est une machine qu'en tant qu'elle est en état de fonctionnement et qu'elle fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est déjà le premier paradoxe, mais c'est le paradoxe que Bastien met en avant de la muséification. La muséification est un paradoxe à bien des égards, hein, parce que ça consiste en fait à transformer alors ça peut être des histoires, des objets, enfin, tout ce qu'on va mettre dans des musées, hein, tout ce qu'on va patrimonialiser, ça consiste à en faire autre chose que ce que c'est censé être à l'origine. Voilà, bon, donc et tu as raison, et je pense que ça a été bien montré là dans les différentes interventions. Il y a des mots qui ont été utilisés
par vous et que j'ai noté, il y avait le terme de destruction qu'évoquait Séverine. Alors c'est pas parfois, comme tu le disais, une vraie destruction, c'est parfois un recyclage en fait, une réutilisation. Mais qui dit recycler dit aussi transformer quelque chose par rapport à son état original. Et alors, le terme effacement aussi a été utilisé. C'est toi, Gaïd, je crois, qui l'a utilisé. Donc la question de la mémoire, qui est aussi souvent un processus d'effacement, c'est-à-dire qu'on efface certaines choses pour en conserver d'autres en termes de mémoire. Et tout ça sont des paradoxes, par exemple, sur la question de la destruction. Dans l'absolu, la destruction d'un objet, c'est le cauchemar absolu de tout historien. Sauf que, évidemment, on ne peut pas tout conserver. Donc, je dirais, ça fait partie de notre histoire. On jette des choses. Mais le paradoxe, c'est aussi un cas de figure que les archéologues connaissent bien, c'est que l'archéologie s'est fait beaucoup en fouillant des poubelles de l'histoire. Et que c'est parfois parce que des choses ont été détruites, pas détruites physiquement, matériellement, mais détruites dans le sens jetées, que quelques siècles après, on les redécouvre et qu'on les patrimonialise. Et c'est vrai que quand on va dans les musées, on trouve beaucoup de choses qui sortent de poubelles. Pour certaines époques, au Moyen-Âge, c'est assez fréquent. Hein. Pour l'Antiquité aussi, c'est assez fréquent. On trouve aussi beaucoup de choses qui ont été recyclées. Parce que le recyclage, certes, va transformer les objets, mais il va les inscrire dans une durée. Il va leur garantir une continuité. Ce qui est évidemment aussi un problème pour une certaine obsession patrimoniale qui peut être la nôtre, c'est que l'obsession patrimoniale, c'est souvent la recherche de l'original. On veut retrouver l'original. Parce que l'original, c'est ce qui est authentique. C'est ça qui compte. On sait très bien que des objets qui se conservent dans la durée, des objets où peu importe, des histoires, peu importe, ça se transforme, ça évolue, et que finalement, l'idée de retrouver l'original, plus on s'inscrit dans la durée, plus c'est une idée qu'il faut accepter de laisser souvent de côté. Donc je crois que c'était des différentes... et je pense que pour le jeu vidéo, ça va être la même chose, parce qu'entre le jeu vidéo qui est à la Bibliothèque nationale de France, et c'est très bien que la Bibliothèque nationale de France fasse ça, c'est plus le même jeu vidéo que celui qui est dans la chambre d'un ado gamer, parce que évidemment, les usagers vont pas être les mêmes, et ils vont pas se rendre sur le lieu pour en faire le même usage. Donc je pense que et la question que tu posais, Florent, elle est tout à fait liée à ça. C'est ce paradoxe fondamental qui est celui de l'acte de patrimonialisation. J'espère que je n'ai pas tué les choses en parlant d'acte paradoxal. On peut prendre une ou deux questions avant de finir, c'est encore possible. Merci pour ces commentaires et puis pour les présentations. Justement, ça me rappelle la présentation que vous venez de faire. Une question que je voulais poser ce matin, c'était un paradoxe aussi par rapport à l'environnement de la Loire, parce que quand on parle d'ensauvagement, je vois ça comme une façon de laisser faire la nature. Et est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui va contre l'idée du patrimoine ? Ou alors, est-ce qu'il y aurait un cas spécifique avec l'environnement ? Bon, ce n'est pas votre spécialité, mais je pose la question à toute la salle. Merci. Du coup, le laisser-faire comme... ou c'est le fait que ce soit plus un patrimoine ? Le laisser-faire la nature, est-ce que c'est un patrimoine ? En fait, pour moi, le laisser-faire, c'est juste une gestion qu'on va appliquer à un patrimoine, mais ça veut dire qu'il faut accepter que le patrimoine va évoluer. Et c'est là où on parlait des représentations sociales et de laisser le patrimoine évoluer. Parfois, ça dépend des personnes, mais on peut ne pas accepter que le patrimoine évolue parce qu'on est attaché à un état antérieur. Et donc le réensauvagement, c'est un peu re-questionner cette fixité du patrimoine. Et je ne sais pas si ça s'applique aussi dans vos cas. Je ne sais pas dans quelle manière. J'y vois un lien avec ce que tu as dit sur la recherche de l'original, la quête de l'authenticité, qui en fait parfois est une fausse piste. Il me semble qu'il y a aussi une question de ce qui est légitime ou non. C'est-à-dire que on va patrimonialiser aussi ce qui a une certaine légitimité, ce qui est là où... Je prends par exemple, je pense qu'au XIXe siècle, on aurait dit à des ouvriers qu'on allait mettre leurs machines dans des musées.
Je pense pas qu'ils y auraient cru forcément. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de légitime qu'on expose et qui font partie de l'histoire du pays. Donc, ce qui est patrimoine, c'est aussi ce qu'on considère comme légitime d'être patrimoine. Donc si l'ensauvagement de la Loire, c'est quelque chose où on dit ah bah ça oui, c'est légitime parce que pour plein de raisons, bah, ça peut être considéré comme patrimoine. Enfin, Bon alors merci, j'ai le privilège de la dernière question. Oui, donc Xavier Noët, je suis président de l'association Tactis. En fait, à Nantes Métropole, elle fédère les personnes et les structures qui font de la médiation scientifique et technique et le patrimoine industriel. La question du patrimoine industriel est comprise. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que nous essayons de faire à Nantes Métropole, c'est de traiter tout cela ensemble. Donc c'est une configuration un petit peu différente de celle que vous avez évoquée. Non, je voulais juste aussi faire le lien avec, entre le palais de justice de Nantes et la prison. Il n'y a que quelques mètres. Et en fait, autant la disparition de la maison d'arrêt s'est faite comme ça pour remplacer par des logements de luxe, autant le remplacement du palais de justice, enfin la transformation du palais de justice en un hôtel, donc hôtel Radisson, hein, pour ne pas le citer, ça a un peu quand même fait tiquer. C'est-à-dire qu'on s'est un peu surpris, enfin, des personnes ont été étonnées effectivement de ce transfert-là, parce que ce qui était en quelque sorte un bien commun est devenu un bien pour certaines, puisque c'est un hôtel de luxe. Donc ça pose aussi la question de comment... Alors, la controverse est venue après, en fait. Elle serait venue avant, peut-être y aurait-il eu un peu de débat. Mais donc, ça veut dire comment peut-on, quand on a des configurations comme celle-ci, en fait, susciter effectivement le débat, voir si effectivement il peut y avoir une controverse, c'est-à-dire comment on fait émerger une controverse finalement, dans un cas comme ça. Quand même un toucher du doigt à travers mais je sais bien, mais à travers les aspects juridiques notamment et de ce que la loi autorise en termes de, je dirais, d'évolution des usages des lieux qui sont des lieux de biens publics, des lieux publics. Oui. Mais effectivement, là, cette question, tu l'orientes sous un autre angle qui est effectivement celui de la controverse. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le sujet puisse devenir une controverse alors qu'il ne l'est pas toujours? Oui, c'est une question intéressante. La controverse peut être saine. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Oui. C'est le principe même de la connaissance scientifique, la controverse. Donc, pour nous, la controverse, par définition, c'est toujours ça. Voilà. Donc, c'est effectivement une manière intéressante d'orienter la question. On va la laisser ouverte pour aujourd'hui, pour une si prochaine tu le veux fois. bien. Voilà. Mais on peut dire que c'est une bonne conclusion. Merci à vous. Alors, comme je l'ai dit, si vous le souhaitez, vous pouvez visiter à partir de maintenant le musée.